See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Good morning, Vietnam! I love the smell of napalm in the morning. You're gonna need a bigger boat. I feel I don't have to show you any stinking watches. You make me want to be a better man. Nobody puts baby in the corner. I wish I knew how to quit you. Love means never having to say you're sorry. Bonjour amis cinéphiles et néanmoins terriens, je suis Argos qui vous parle depuis mon canapé stellaire, canapé où je suis souvent affalé, et d'où je vous observe, mais surtout, d'où je regarde intensément tous vos films et tout votre cinéma que j'adore. C'est donc un nouvel épisode de mes chroniques du canapé stellaire. Alors une fois n'est pas coutume, ou je devrais dire deux fois n'est pas coutume, je vais continuer ma pause sur l'épisode 1 consacré à Justice League pour vous parler, dans la continuité de ce que j'ai fait sur The Batman, donc mon épisode 2, je vais vous parler du film Joker, qui a fait couler beaucoup d'encre et de maquillage à sa sortie. Film que je trouve bon, mais qui aurait gagné en profondeur, me semble-t-il, s'il avait pleinement assumé ses références cachées par le masque du Joker. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela, et pourquoi le titre de cet épisode est The Real Origin Story du film. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord un sentiment étrange. En revoyant le film pour faire cette petite chronique, je me suis aperçu d'abord la première impression que j'avais à faire un bon film, voilà, d'un point de vue formel. Je me suis dit, ça fonctionne, il y a un vrai travail d'auteur. Et puis en y repensant, je suis frappé par l'absence de propos du film. Alors ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de résumer un peu ma pensée pour pouvoir l'utiliser dans cette chronique. Et très honnêtement, je n'ai pas su quoi dire, enfin je ne sais pas quoi dire sur le sujet du film. Alors certains objecteront qu'il s'agit de la folie, qu'il s'agit de l'origin story de Joker, ce qui est absolument faux de mon point de vue. Et c'est bien là ce qui me pose le problème pour ce film, qui reste un bon film paradoxalement, c'est que c'est un espèce de fourre-tout formaliste, déguisé, masqué, comme le Joker, sous une fausse apparence. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire de quoi je vais parler dans cette chronique d'aujourd'hui. Bien évidemment, on va commencer par la proclamation de Todd Phillips de sa filiation, de la filiation du film, à savoir son auteur préféré, Martin Scorsese, et deux films en particulier ici, évidemment Taxi Driver et King of Comedy, La Valse des Pantins en français. Donc, dans les deux cas, avec deux héros bien sûr. Et c'est là où ça commence à me poser un problème, parce que ce film ne se distancie pas de ces deux films, il se contente de les paraphraser, de faire semblant d'y rendre hommage, mais en réalité il se retrouve totalement enfermé dans la formalité de ces deux films, et principalement dans la formalité de Taxi Driver, notamment en lien avec le personnage principal. Ensuite, je parlerai bien entendu de la pseudo-référence au Joker, de la pseudo-origin story que semble vouloir être, en tout cas d'un point de vue médiatique, le film, c'est-à-dire le personnage gothamien, le vilain gothamien historique de DC Comics, en lien avec Batman bien sûr. Et là encore, je me heurte à une contradiction à ce moment-là qui n'est même plus formaliste mais narrative, parce que je ne vois pas le lien avec Gotham, si ce n'est le nom donné à New York. Donc on parle pas de New York, mais on parle de Gotham, alors que il s'agit bien évidemment du New York des années 70, j'en reparlerai plus loin. Par ailleurs, il ne suffit pas de grimer Phoenix, le personnage donc joué par Phoenix, en Joker pour en faire le Joker. Et donc là aussi, j'aurai un propos à donner, et nous aurons un guest star, Boomster, avec qui on échangera pas en direct. Vous allez voir comment je me suis arrangé, évidemment, avec son autorisation, pour utiliser sa vidéo, qui est géniale, sur sa critique du Joker. Alors là, les gars, faut qu'on parle. Amen, brother terrien. Et puis, le fait le plus important pour moi, c'est la référence, ou l'absence de référence, au film The Man Who Lost, L'Homme qui rit, le chef-d'œuvre de 1928 de la Universal, adaptation du roman L'Homme qui rit de Victor Hugo, un des écrivains les plus importants de la littérature française, et bien entendu, qui a, à partir du film, ce personnage inspiré, bien entendu, le vrai Joker, celui de DC Comics, celui de la bande dessinée, qui à mon avis est le seul lien que l'on puisse avoir ici avec le film Joker. Pour résumer, et vous l'avez compris, cher terrien cinéphile, que cet épisode
est basé avant tout sur l'observation de plus en plus fréquente que je fais dans le cinéma et la télévision, principalement américaine, de ce phénomène qui consiste à se suffire de l'alibi de l'hommage pour masquer la vacuité d'un propos diégétique, d'un propos original, d'un positionnement narratif par rapport à une référence assumée. Un socle thématique qui va transcender la référence et participer à la continuité de l'œuvre cinématographique, de l'œuvre de genre. Comme ont su le faire des Coppola, Coppola qui, avec sa filiation à Orson Welles, je vous l'accorde, non totalement assumée, d'ailleurs... ça fera l'objet d'un long épisode d'une chronique que je ferai là-dessus par rapport à l'œuvre de Coppola, bientôt. Et puis, évidemment, j'en ai parlé dans l'épisode consacré à The Batman, Brian De Palma, pour prendre cet exemple-là, et sa référence assumée, travaillée au maître Hitchcock, mais également au Gallo italien, ainsi que d'autres références narratives et visuelles. Voilà. Or, ici, Todd Phillips... fait référence à Scorsese, bien sûr, mais on va voir en quoi il ne s'en distancie pas, il se contente de faire oui, j'ose assumer le terme, copier-coller. J'ai toujours aimé cette phrase en anglais qui dit « Great work, I'll take it from here », c'est-à-dire le passage de relais, excellent travail, je prends le relais à partir de là. Et c'est ça l'histoire de l'art, c'est ça l'histoire du cinéma, chacun apporte de l'originalité, une avancée, et puis on part de là et on avance, on ne se contente pas de faire du surplace. Alors, je vous emmène dans une de mes salles de visionnage, là où je fais mes montages, pour parler de la première référence du film, le contexte de la ville, appelée dans le film Gotham, qui se résume ici justement qu'à une référence nominative. Rien de ce qui est filmé de la ville n'est Gotham. C'est bel et bien de New York dont il s'agit, en particulier le New York des années 70, le New York filmé par Scorsese et qu'on reprend ici de manière assez fidèle. D'ailleurs, au début du film, on parle de la grève de la voirie et on voit les poubelles qui s'amoncellent, et on entend à la radio, à la télévision, des commentaires là-dessus. Eh bien, ce sont des commentaires réels, puisque cette grève de la voirie a bien eu lieu au début des années 70, je crois, et donc ça contribue à ancrer cet environnement dans une réalité historique, et non pas dans une mythologie assumée par DC Comics dans ses BD, mais plus tard dans la filiation cinématographique. 1,000 tons of garbage that are left on the streets every day. We're up to over 100,000 tons now. And the problem of collecting this garbage is tremendous. It don't affect me except for the very bad smell here. It's terrific. I'm not out that long to smell it, but I think to look at it, it's terrible. Authorities are saying the city is under siege by scores of rats, and not just any rats, but super rats. Alors, il serait peut-être judicieux de faire un petit rappel avant de nous attaquer à ce contexte urbain. D'abord, Gotham, le nom lui-même, de comment on a fini par appeler la ville, l'empire de Batman, Gotham, qui est aussi l'empire du crime. Alors, Bill Finger et Bob Kane, dans le numéro 4 de Batman, très exactement en 1940, vont pour la première fois nommer Gotham. Avant, Batman, dans les 3 premiers numéros, et même avant, officier, si je puis dire, dans New York, et particulièrement dans Manhattan. Voilà. Donc bien sûr, tout le monde sait que Gotham, c'est New York. Mais ça n'a jamais été que New York. Gotham, c'est une métaphore de la face sombre de New York. C'est-à-dire le miroir le plus sombre, le plus inhumain et carnassier de cette ville. Et à ce titre, l'esthétique qui va accompagner les représentations de cette ville, de Gotham, va aller dans ce sens-là. Mais pour l'anecdote, l'utilisation de Gotham pour désigner New York avait déjà été utilisée dès 1807 par l'équipe d'écriture du grand écrivain américain Washington Irving, l'auteur entre autres de The Legend of Sleepy Hollow, qui va dans un magazine dans lequel tout le monde écrivait, utiliser le terme Gotham pour désigner en 1807 la ville de New York. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait Gotham existe vraiment, c'est un village en Angleterre, et
Fait troublant, Gotham vient de Goatham, qui veut dire le village, le hameau des chèvres, et les chèvres dans le vieil anglais désignaient les fous, donc le village des fous. Tiens, vous n'avez pas vu la correspondance avec cette folie qui caractérise la ville de Gotham sous les plumes de Bill Finger et Bob Kane par la suite. Donc l'affiliation est assez évidente de ce point de vue-là. On sent qu'il y a eu un travail documentaire de ces deux auteurs pour camper une bonne fois pour toutes ce qu'est ce Gotham et à quoi il fait allusion. Voilà. Esthétiquement, l'inspiration est évidente également. Hein. C'est bien évidemment l'univers créé dans le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis. Hein. Donc ce mélange entre futurisme et art déco qui va donner lieu à une symbolisation extraordinaire de ce que peut être une ville inhumaine, mais peuplée d'humains asservis. Voilà. Et donc là, évidemment, la référence est directe. Et d'ailleurs, le nom Metropolis était déjà pris dans l'univers de DC, parce que, comme tout le monde le sait, c'est la ville de Superman. Cet univers qui mélange le futurisme et l'art déco sera repris et magnifié par Tim Burton, puisqu'il va instaurer une référence contextuelle indissociable de la narration filmique de l'univers de Batman. Et jusqu'à Nolan, en passant par Schumacher, de manière plus ou moins différenciée, on va reprendre ces codes esthétiques qui personnifient Gotham, qui donnent son identité pessimiste et dark à Gotham. D'ailleurs, même quand Nolan va décider la carte réaliste de filmer en plein jour Gotham, il ne va pas le faire à New York, il va le faire à Chicago, afin de brouiller un petit peu les pistes d'identification pour se distancier et bien dire que Gotham n'est pas New York City, c'est une autre version de New York City. D'ailleurs, Nolan ne se contente pas de tourner à Chicago, mais également à Pittsburgh, voire Los Angeles, créant ainsi une métropole gothamienne qui, dans ses séquences réalistes, veut clairement dire que Gotham est une architecture composite des villes américaines, des grandes villes américaines, voire mondiales, qui seraient ainsi les dépositaires de la face sombre de l'humanité. Se distanciant ainsi, clairement, du réalisme new-yorkais scorsésien posé par Todd Phillips dans The Joker, et retrouvant les intentions des auteurs originaux de la saga chez DC Comics. Donc, tout cela pour constater qu'ici, chez Todd Phillips, rien. Gotham n'est qu'un nom, un surtexte, qui est plaqué sur une ville qui n'est autre que New York. On a affaire au vrai New York, celui de Scorsese, celui des années 70. Mais là, je continue de dire que c'est un bon film, parce que la reconstitution du New York des années 70 est époustouflante. Eh, vous avez remarqué l'escalier? Ça vous rappelle rien? Ben oui, l'escalier mythique de l'exorciste, qui reste totalement ancré dans la mémoire collective cinéphilique terrienne. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Cet escalier qui est le symbole du mal chez Friedkin? Eh bien, je crois pas. Je crois que ça fait partie du procédé de pluri-ancrage dans la mémoire cinéphilique de son film, en puisant de manière, à mon avis, tout à fait pensée, d'ailleurs intelligemment. Et puis le lien entre la problématique de l'escalier, du moins en termes d'image, chez Scorsese,
l'escalier chez lui, c'est à la fois l'échelle de Jacob et l'escalier qui descend vers l'enfer. Les deux se mélangeant. Les escaliers sont très très présents dans l'œuvre de Scorsese et notamment dans des scènes clés dans Taxi Driver. C'est pour ça que Fleck, empruntant cet escalier péniblement tous les jours pour rentrer chez lui, symbolise quelque chose qui ressemblerait à un parcours christique de la croix, très présent d'ailleurs, encore une fois, bien sûr chez Scorsese. Comme le dit d'ailleurs très bien mon copain terrien, Boomster. Le personnage principal, la symbolique des escaliers qui luttent pour monter tout le film et qu'il descendra à la fin dans une séquence d'anthologie déjà culte. Scorsese est donc omniprésent dans ce film, omnipotent. Le New York de Frankel, c'est le sien, cette ville qui est le canevas de son œuvre. Une cité purgatoire que sa grille de lecture catholique impose comme arène pour les âmes tourmentées, perdues que sont ces personnages, et notamment les personnages de Travis dans Taxi Driver, mais évidemment aussi Pupkin dans The King of Comedy, mais aussi Hackett dans un peu oublié, ce magnifique film également de Scorsese, donc After Hours, où le personnage se trouve perdu dans un New York labyrinthe. Je ferai sans doute un épisode sur ce film qui est un de mes préférés chez Scorsese. Alors pourquoi chercher à rajouter Gotham là-dessus? Évidemment pour ancrer la référence à Scorsese dans l'univers de DC, dans l'univers de Joker, et je parlerai plus loin de cette artificialité-là qui vient totalement, à mon avis, fausser le propos qui aurait pu être celui du film. En effet, bonne question. Pourquoi faire un film à la Scorsese et utiliser comme personnage principal un pseudo-Joker? Eh bien, ma première hypothèse est que c'est hautement bankable, que financièrement cela ne peut que rapporter. Cela ne peut que faire du buzz en cette triste période de reboot. Moi j'aimais bien quand vous disiez remake, cela a été plus honnête je pense. Reboot veut dire réinitialiser, un acte qui revient à annihiler une œuvre, à la faire disparaître des mémoires, à l'annuler d'une certaine façon, pour la remplacer par une autre. Il y a là une prétention insupportable et surtout une absence d'originalité. On n'arrive plus à créer de nouveaux personnages emblématiques. Sauf peut-être dans cette très très bonne saga qui continue, celle de John Wick, dont j'aurai sans doute l'occasion de reparler. Mais bon, ici il ne s'agit même pas de cela, je pense, c'est même pas un vrai reboot. Écoutons d'abord Martin Scorsese nous parler du Joker, c'est assez surprenant, et je vous retrouve tout de suite après. I don't know about that. I know the film very well, and I know Todd very well. My producer, Emma Tillinger-Koskop, produced it. Yeah. So it's an interesting question. Because I thought about it a lot over the past 4 years, the Joker, and I decided that I didn't have the time for it, and also you're right, it is influenced by. Todd told me, so Marty, this is yours. I don't know if I want to, But anyways, personal reasons why I didn't get involved. But I know the script very well, so that it's really energy and incredible Joaquin and all that sort of thing. So you have a remarkable work. But for me, ultimately, I don't know if I make the the next step, which is to this character developing into a comic book character. Mm-hmm. You follow? Yeah. Develops into an abstraction. That doesn't mean it's bad art. It could be, but it's not for me. You follow? Waouh! Donc pour résumer, Scorsese nous dit bien qu'il a envisagé de faire un film sur le Joker, mais que justement, vu ce que cela impliquait, c'est-à-dire entrer dans la logique des comics et d'en faire un personnage abstraction, que cela ne correspondait pas à son cinéma et que ça ne l'intéressait pas. Ensuite, il nous dit qu'il connaît Todd Phillips et qu'il l'a même orienté vers sa productrice. Et surtout, il ne semble pas convaincu par le lien avec son propre cinéma. Si je comprends bien, Phillips a donc repris le projet et il semble que le poids de l'admiration qu'il voue, à juste titre à mon avis à Scorsese, l'ait justement empêché de s'émanciper. Et c'est là qu'il n'arrive pas à transcender l'hommage pour tomber dans le mimétisme. Le personnage original du Joker s'en trouve alors condamné, un simple prétexte scénaristique, pour être avalé totalement par un copier-coller de Travis et de Popkin, qui donc vont être éparpillés à la scène près dans le film. I'm sorry, what's it? That's funny, Marie. You know, I'm also a comedian. Would you like to hear a joke? I love this guy. Always comes Yeah? All of you? I love you. Okay. You're wonderful. I don't know what I'd do without you. Knock. Knock, knock.
L'obsession pour une star de la télévision, l'omniprésence des miroirs et de la télévision comme miroir social, comme miroir des errements du personnage, le décharnement physique et mental des deux personnages, Travis et Fleck, la relation imaginaire amoureuse chez Fleck et fantasmée chez Travis, le lien à la mère chez Pupkin, cette construction du personnage de Fleck, justement miroir narratif des personnages de Scorsese, me gêne. Elle provoque un sentiment d'embarras devant ce qui devient de plus en plus, pour moi, du plagiat sous couvert d'hommage. Et tout le monde chez vous sur Terre, à quelques exceptions près, est tombé dans ce panneau médiatique, un panneau de marketing. Et là, je suis entièrement d'accord avec mon pote terrien Boomster, je déteste être pris en otage par votre marketing. On nous vend un chef-d'œuvre, comme dit Boomster, avant même sa sortie en salle, ce qui a pour effet de construire une grille de lecture imposée, celle qui nous somme d'y voir un film d'auteur, hommage à Scorsese, et l'ultime origin story du Joker. What? Quoi? Soyons sérieux, voyons. Vous avez compris, jusqu'ici, pour moi ce film utilise l'image du Joker pour masquer, camoufler, littéralement, ce qui relève que d'un exercice de style, où Todd Phillips, consciemment ou inconsciemment, plagie son maître Scorsese. Le personnage du Joker, censé être créé par Fleck dans son errance vers la folie, quand il passe de l'autre côté du miroir, si je puis dire, n'est qu'un leurre. Et je laisse là la parole à mon terrien cinéphile préféré, pour nous dire ce qui cloche dans cette représentation du Joker. Je peux y aller? Ok. Le Joker est un dépressif qui n'a pas l'esprit à rire. Il est tourmenté, malheureux et en quête d'identité. Pas vraiment le genre qui a le moral pour faire une vanne. Et c'est un parti pris entendable, risqué, mais entendable. Ceci dit, je suis convaincu que les punchlines auraient eu leur place. Étant donné que le personnage cherche en début de film à se sociabiliser sans succès, l'humour aurait pu être un bon moyen pour lui de tenter d'entrer en lien avec la société. Ses blagues étant glauques, il aurait été sympathique de voir le contraste qui subsiste entre lui et les autres, la psychiatre et ses collègues en tête. Par exemple, cette scène où le nain tente de s'échapper de son appartement, on a tous espéré qu'il le troll en lui disant « tu peux partir » tout en sachant qu'il n'a pas la taille pour défaire la chaîne. Un tel piège aurait été cohérent et en accord avec l'essence du personnage, faire de l'humour sur des situations glauques. Mais non, ce Joker le laisse vivre parce qu'il a été gentil avec lui. Ce n'est à mes yeux pas vraiment glauque, ni compréhensif, sachant que le Joker tel que je le vois ne laisserait jamais quelqu'un s'échapper par amitié ou empathie. Arthur n'est donc en réalité pas si drôle et pas si méchant. Ça va? Vous n'avez pas encore sorti les flingues? Ok. Deuxième problème. Un youtubeur que j'aime beaucoup et que peu d'entre vous connaissent vu le petit succès de sa chaîne, Durandal, a trouvé une expression parfaite pour décrire l'un des gros problèmes que j'ai avec ce film. Attention, ça va être court. J'ai envie de vous dire qu'il est à peine criminel. Il est à peine criminel. 5 mots qui m'ont aidé à comprendre ce qui selon moi clochait dans ce film. Car non seulement le Joker n'est pas si méchant, mais se pose un peu plus comme une victime abattue qu'un agneau devenant petit à petit le plus dangereux des loups. Arthur Fleck est donc ici une victime étant censée reprendre le pouvoir, un faible qui devient fort et finira par embraser la ville. Mais non, je suis désolé, mais le Joker reste un bolos du début à la fin. Alors oui, il se rebelle une ou deux fois, mais quand il prend le pouvoir, c'est toujours très épisodique. On ne saurait mieux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Brother Terrien. C'est un des éléments en code erreur dans la soi-disant construction psychologique du personnage de ce fake Joker. Le Joker est un sociopathe, un psychopathe, totalement extraverti, sûr de lui et doué de ses hautes capacités intellectuelles. Il n'est pas criminel par hasard, il ne l'est jamais à moitié, il l'est par nature. Fleck n'a en effet aucune de ces caractéristiques. C'est plutôt un dépressif, comme tu le dis, Brother Terrien Boomster, un introverti, incapable de vivre la réalité comme une arène significative de son action. Il est ainsi le fake similé, si je puis dire, de Travis, son incapacité à comprendre les rapports sociaux, comme lui. Il se réfugie, comme lui, dans le comportement compulsif et obsessionnel, et comme chez Pupkin, il se focalise à travers sa télévision sur une arène fictive où il aurait sa place, où il s'en serait un leader. Et enfin, il semble dans l'autodestruction de tous les miroirs dans lesquels il croyait déceler quelque chose qui fasse sens
à savoir sa mère et Murray. Cliniquement, Fleck ne peut pas être le futur Joker, le grand super vilain de Gotham. Tout comme Gotham, qui n'était ici qu'un nom plaqué sur le New York des 70s de Scorsese. Oui, je sais, on nous dit que ça se passe au début des années 80, mais moi je ne vois rien de tel dans ce film. Je ne vois que le New York des années 70, fidèlement restitué, en accord avec l'esthétique posée par Scorsese dans ses premiers films. Le Joker n'est également qu'un nom, comme Gotham, qu'un nom plaqué sur un personnage qui n'a rien à voir avec. En fait, Todd Phillips se réfère plus ici à l'homme qui rit, de Paul Laney, dont le Joker de DC est issu, qu'au personnage des comics. Les coïncidences visuelles et narratives sont troublantes et beaucoup trop flagrantes pour être le fruit du simple hasard. Jugez par vous-même, peuple cinéphile terrien. Alors, beaucoup de DC fans savent que le personnage du Joker a été inspiré par le look du Laughing Man de Paul Laney, l'homme qui rit, magnifiquement campé par Conrad Veidt, mais peu savent qu'en fait, s'il a réellement le look du Joker, cela ne fait pas de doute. C'est un autre personnage peu connu dans le film, le vilain, manipulateur de l'histoire, qui dans un premier temps est le Joker du roi et quelques décennies plus tard va devenir l'éminence grise de la reine. Et je pense que les créateurs des comics, Bob Kane et Bill Finger, quand ils ont créé le personnage du Joker, ont fait une combinaison entre le personnage du gentil, donc le look du visage de l'homme qui rit, et la personnalité malveillante, sournoise du Joker, c'est-à-dire le Joker original du roi, qui va devenir le grand méchant manipulateur de l'histoire. Donc c'est à mon avis en combinant les deux qu'on obtient, bien évidemment en développement avec leur talent, le personnage que tout le monde connaît, celui du Joker, dans les BD. Et c'est bien ce personnage qui est à l'origine, regardez, des doigts façonnant le rictus sur les visages, geste qu'il va d'ailleurs reprendre plus tard dans le film en refaçonnant le visage du petit pseudo-Bruce dans une séquence très dérangeante, mais qui n'est pas sans renvoyer au film L'homme qui rit, c'est-à-dire le personnage du Laughing Man quand il était petit. Alors un petit mot sur l'histoire. Donc nous avons affaire à un roi usurpateur avec son Joker, qui est aussi sa petite éminence malveillante, qui va lui apprendre que le réel héritier du trône qu'il a usurpé est encore en vie et qu'il a été arrêté. Donc à ce stade-là, on peut se débarrasser de lui et conserver les avantages royaux acquis. Mais il va apprendre que celui-ci a un héritier, un enfant, et donc il va suggérer au roi usurpateur de le confier aux Comancheros, qui sont en fait des espèces de gypsies un peu malveillants, malfaiteurs, qui ont l'habitude de séquestrer, kidnapper des enfants pour leur faire subir des déformations, des interventions chirurgicales qui les transforment en petits monstres, afin de les vendre aux foires, au cirque, etc. Et donc il va suggérer qu'on fasse le fameux sourire, qu'on découpe sur le visage de l'enfant les lèvres, afin de créer un sourire éternel. Donc une espèce de vengeance tout à fait cauchemardesque que l'enfant va subir. Cette mutilation, qui a été d'ailleurs reprise par De Palma pendant son film Le Dahlia Noir, en forme de petit clin d'œil au film de Paul Laney, mais là c'était clairement fait exprès. On n'avait qu'à regarder derrière le personnage féminin qui fait le fameux geste repris ici par Phoenix. Mais comme les Comancheros vont devenir de plus en plus poursuivis dans le royaume, eh bien ils vont s'enfuir et abandonner le petit enfant à son sort, qui lui-même va tomber sur un bébé dont la mère est morte dans la neige, un bébé aveugle, une petite fille aveugle qui deviendra plus tard son amoureuse, et ils vont être tous les deux recueillis par un forain, un gentil forain qui va l'adopter, et plus tard, il deviendra une des grandes attractions de cirque, le Laughing Man, l'homme qui rit, donc qui bien évidemment crée une attraction centrale autour de lui, mais il n'acceptera jamais cette difformité, la cachant tout le temps, sauf quand il est sur scène. Environnement de cirque, de fête foraine, qui n'est pas sans rappeler le cabaret dans lequel travaille Fleck, présence de nains comprise. Et là encore, l'utilisation de cet environnement de cirque, de fête foraine, l'utilisation de la foule où on a saupoudré des clowns, des visages de clowns, est destinée par Paul Laney à provoquer un sentiment d'étrangeté, un sentiment paradoxal que le clown vient renforcer dans son côté un petit peu limite entre ce qui est dark et ce qui est joyeux. Et là on retrouve la même chose dans le traitement qui est fait dans certaines scènes par Todd Phillips, donc en particulier celle du métro, mais d'autres scènes également dans le film.
Plus tard, on va apprendre qu'il y a une missive, une lettre qui va prouver qu'il est l'héritier, le digne héritier du trône, et son némésis, hein, le conseiller de la reine, va tomber sur cette lettre et l'utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ourdir une machination afin de déstabiliser le pouvoir en place. Il va faire en sorte donc que l'homme Kiri soit introduit parmi la noblesse afin de déstabiliser cette noblesse-là, qui va le rejeter de la même manière que sera rejeté Frinkle par Wayne quand il va proclamer qu'il est son papa, qu'il est son héritier caché, à l'aide de cette lettre sur laquelle il est tombé. Pour finalement nous remettre ce mot quelques scènes plus loin. Y a vraiment que moi qui bug sur ce mot ou pas? Vous êtes prié de vous manifester s'il vous plaît, je me sens seul sur ce coup. Eh oui, mon cher Boomster, le voilà le lien avec la lettre. Je passe sur d'autres détails narratifs qui ne sont pas pertinents, mais on tentera de jeter au cachot cet usurpateur, puisqu'on va également rejeter sa proclamation de lignée, et il va s'enfuir, provoquant des émeutes populaires, parce que le peuple l'adore, le peuple l'adule, c'est une attraction populaire, et en plus de ça, c'est un personnage qui est devenu très populaire, et donc nous assistons vers la fin du film à des émeutes, avec des combats avec la maréchaussée, les soldats, etc. Et il sera adulé, et tentera de retrouver sa dulcinée à la fin du film, il la retrouvera d'ailleurs. Mais on voit ici des correspondances assez troublantes avec le final du Joker, le film de Todd Phillips. Vous l'avez compris, selon moi, derrière le rideau de la tragédie de Frinkle se cache celle de l'homme Kiri de Paul Laney. Cette inspiration narrative est masquée là encore par justement le masque de ce faux Joker qui est construit par Todd Phillips. Ce film est donc un composite, certes intelligent et maîtrisé, mais un composite tout de même entre l'œuvre de Scorsese et celle de Laney. Derrière le rideau de ce mimétisme de Scorsese, qui est déguisé en hommage par Todd Phillips, se cache également celui des emprunts à Laney, dont Todd Phillips ne fait jamais mention. Jamais. Pas cool, man, pas cool, comme vous dites. Il faut rendre tes DVD. Si vous enlevez le déguisement et le maquillage du Joker, et que vous laissez les événements se dérouler à l'identique, je pense que tout le monde aurait crié au plagiat de Taxi Driver et The King of Comedy. Mais le plaquage artificiel de la figure du Joker vient faire diversion, et désormais ancré au chef-d'œuvre. Et pourtant, le film aurait pu fonctionner sur un autre ressort narratif, une autre construction psychologique de Frinkle. En tout cas, la pousser un peu plus loin dans cette folie brillamment campée par Phoenix. Cette autre possibilité narrative aurait pu faire utilisation de la figure du Joker comme une réalité fantasmée, et non pas une origin story du véritable Joker de DC. Voilà ce que j'aurais aimé voir, moi. Vous avez remarqué au début du film, durant l'entretien avec sa caseworker, hein, la travailleuse sociale qui le suit, on discerne presque comme une image subliminale où Frinkle se tape la tête contre la porte d'Arkham, l'hôpital psychiatrique de Gotham, où il était enfermé. Et si, il n'en était jamais sorti? Et si Todd Phillips avait traité cette question d'une reconstruction de la réalité, d'une représentation maladive de la réalité, d'un esprit malade,
comme quelque chose de plus central dans l'œuvre, même si elle n'est pas complètement racontée, mais on peut construire des allusions qui feraient douter le spectateur. Un peu comme il a réussi à le faire sur l'amour fantasmé envers sa voisine, qui n'a jamais eu lieu sauf dans sa tête. On aurait découvert, je pense, si on avait suivi cette voie, à la séquence finale, que Arkham, n'est pas Arkham, mais c'est bien Bellevue, l'hôpital de New York, et que donc New York est bien New York. Et que Fleck aurait puisé dans son imaginaire tourmenté des éléments de ses obsessions pour reconstituer une réalité parallèle. On aurait pu alors voir dans certaines séquences de sa vie, dans des flashbacks, des éléments éparpillés ici et là, à la TV, à côté de son lit, qui auraient fait référence à Scorsese, mais également au DC. Par exemple des affiches de cinéma, des références visuelles, des séquences qui nous auraient expliqué son délire maniaco-dépressif et qui expliqueraient à la fin le meurtre de la psy, puisqu'on voit bien les traces de pas sanglants dans le couloir suite à l'entretien. Cet entretien qui d'ailleurs fait miroir à l'entretien avec la case worker, la social worker, l'assistante sociale. Et on pourrait alors partir sur un multi-hommage en forme d'obsession pathologique. Au lieu de ça, je pense que Phillips n'a réussi qu'à auto-flinguer de vraies potentialités narratives, un vrai potentiel de personnage. Dommage. Voilà ce que je pense du Joker, qui je répète reste formellement un film maîtrisé, mais à mon avis narrativement complètement raté. Je n'oublierai pas bien évidemment de vous recommander très chaudement d'aller sur la chaîne de Boomster, mon copain terrien, qui fait des critiques de cinéma, des critiques de films extrêmement intelligentes, extrêmement pointues et pertinentes. Salut! À bientôt.